Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance nippone. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un de mes mangas préférés. Il n'est pas encore paru en France, mais vous en avez très certainement entendu parler. Il s'agit de The Promised Neverland. The Promised Neverland, ou de son nom original Yakusoku no Neverland, est un manga écrit par Shirai Kayu et dessiné par Demitsuko Suka et prépublié depuis fin 2016 dans le Weekly Shonen Jump. Il compte actuellement 8 tomes parus au Japon et très bientôt le premier paraîtra en France, ce 25 avril chez les éditions Kazé. Alors retenez bien la date, c'est dans quelques jours. Le manga en est déjà à plus de la moitié de son histoire et se rapproche des 100 chapitres, ce qui pourrait nous faire poser la question d'un éventuel animé pour l'année prochaine. C'est même pratiquement confirmé étant donné la popularité du manga au Japon. Mais concrètement, The Promised Neverland, qu'est-ce que c'est ? Amateur de thrillers surnaturels et suspense, ce manga est fait pour vous. Je crois ne pas avoir été autant investi et sous tension depuis Death Note, qu'on pourrait rapprocher de The Promised Neverland pour son côté thriller et stratégie, même si l'intrigue n'a, bien entendu, rien à voir. Je vais essayer de faire le maximum pour vous faire un résumé sans vous spoiler entièrement le premier chapitre, qui donne très clairement le ton. L'histoire se déroule à l'orphelinat Gracefield House, un charmant établissement qui accueille des enfants orphelins élevés sous le regard bienveillant de Mama, leur tutrice. Emma, Ray et Norman, nos 3 protagonistes principaux, y coulent des jours heureux et s'épanouissent avec leurs frères et sœurs. Cependant, ces enfants se retrouvent aussi confrontés à des lois strictes, comme des tests d'intelligence quotidiens très difficiles. Un numéro est attribué à chacun des enfants tatoués sur leur peau, et ils ont également l'interdiction formelle de franchir le mur qui délimite la propriété de Gracefield House afin d'assurer leur sécurité. Un soir, Emma et Norman braveront l'interdiction sans se soucier de ce qui les attend de l'autre côté. Au-delà des apparences se cache une terrible réalité à laquelle Emma, Ray et Norman vont devoir se confronter. Qu'y a-t-il derrière ce mur ? Et quel lourd secret cache Mama, pourtant si tendre et gentille ? Voilà quelques interrogations qu'on peut se poser en lisant ce premier chapitre. Et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec The Promised Neverland. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, foncez sans hésitation, le tome 1 sort le 25 avril prochain. Nous allons passer à la partie spoiler, donc là je vais vraiment spoiler à balle. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille fortement de ne pas continuer la vidéo. The Promised Neverland est une œuvre qui m'a vraiment tapé dans l'œil et qui est mon coup de cœur depuis que je l'ai découvert l'été dernier. Il rassemble les qualités que j'aime dans un manga comme le suspense, le mystère, la critique de notre monde, car c'est bien sûr une critique de l'élevage intensif d'animaux qu'on nous présente ici dans ce manga, un monde apocalyptique, dystopique dans lequel il faut survivre et faire preuve d'intelligence et d'esprit d'équipe. Et on ne pense pas du tout à ça en lisant le début du premier chapitre. Je m'attendais à une histoire limite bisounours avec les enfants qui courent dans les champs et autant vous dire que je suis très vite redescendue sur Terre. Ce manga m'a très fortement intriguée car il rassemble l'innocence, l'enfance, la naïveté et les dessins sont assez simplistes et légers dans le tout premier chapitre. Nous avons vraiment l'impression de partir sur quelque chose de joyeux et de très simple, et nous avons à la fin de ce même chapitre une violence extrême, exprimée par des dessins beaucoup plus complexes et sombres, avec l'apparition des démons, et j'ai adoré cette transition brutale qui nous fait comprendre vers où le manga se dirige, et ça a vraiment été une première claque magistrale pour ma part. Je vais parler des dessins assez brièvement, mais je les trouve splendides. On pourrait penser qu'ils paraissent assez simplistes, mais les émotions exprimées dans les jeux de regard est phénoménal. On a vraiment peur avec les personnages, d'une part parce qu'ils sont jeunes, mais également parce que les dessins sont vraiment très bien réalisés et on ressent les émotions dans leur regard. Je pense à la case où Mama se retrouve juste à côté d'Emma, comme si elle la prenait la main dans le sac, et je vous promets qu'à cette case, j'ai transpiré de ouf. Sincèrement, les expressions nous font avoir peur pour les personnages, car on vit le moment, l'attention est présente, et on sait très bien que les enfants sont très faibles, et que s'ils se font prendre par Mama, c'est fini.
Il y a aussi tous les moments avec Sister Crown, qui sont magnifiquement illustrés. J'aime particulièrement ce style de dessin, car il met très mal à l'aise. Franchement, regardez certaines cases avec Sister Crown, j'aimerais pas trop la voir en face de moi. Revenons sur les personnages. Ils sont tous très attachants, même ceux pour lesquels je n'aurais pas pensé accrocher, comme Mama par exemple. Bon, elle saoule pendant la plupart du manga, mais au final, ça en fait un personnage quand même très intéressant. Les trois protagonistes sont très différents, mais aussi indissociables. J'aimerais beaucoup les revoir en équipe tous les trois, même si ça me paraît compliqué concernant la situation de Norman. C'est pour ça également que le premier arc est incontestablement le meilleur pour ma part. On vit la tension durant les 30-40 premiers chapitres avec les stratagèmes mis en place par les enfants, vraiment. L'intelligence de Norman, la bonté et la sagesse d'Emma, le côté rusé et réfléchi de Ray, le trio se complète vraiment bien et c'est ce qui fait l'une des forces du manga. D'un autre côté, la vigilance de Mama ne fait qu'accroître et le temps est compté pour préparer le plan d'évasion. On se croirait vraiment dans Death Note où l'idée est du côté des enfants de ne pas se faire prendre et du côté de Mama d'essayer de démasquer les enfants et découvrir leur plan d'évasion. Ce que j'aime tout particulièrement, c'est aussi la vulnérabilité. Ici, pas de pouvoir magique, de technique no jutsu ou de Gomu Gomu no Atuva, ce sont des gosses dans un monde de monstres. Des enfants vulnérables qui ont vécu toute leur vie dans un environnement merveilleux et loin de toute cette réalité monstrueuse et folle. Ils découvrent en même temps que nous la véritable image du monde auquel ils ont été privés, éloignés pour faire d'eux des mets de qualité premium, et ils doivent maintenant s'adapter à des conditions de vie extrêmes sans presque aucune préparation et connaissance de cet environnement. C'est là que leur instinct, leur force d'esprit, leur détermination et leur intelligence vont jouer un rôle crucial dans la survie. Plus que ça, ils font preuve de maturité et de sang-froid en décidant d'emmener également tous les autres enfants qu'ils prennent en charge de leur plein gré afin d'assurer leur protection et ainsi leur éviter le pire. Chose qu'ils auraient pu ne pas faire afin de garantir leur propre sécurité et avoir plus de chances de vivre dans un monde aussi brutal et cruel. En tant que lecteur, on se met très facilement à la place des enfants et on ressent également cette vulnérabilité et cette faiblesse qu'ont les protagonistes, car on découvre en même temps qu'eux toute la complexité de ce monde et les dangers qui y regorgent. Je dis que le premier arc est le meilleur, mais les autres sont tout aussi intéressants. Les enjeux et les intrigues se multiplient, notamment concernant le mystérieux Monsieur Minerva qui se dévoile au fil des chapitres. Reste à découvrir ce que cache le monde des humains, car pour rappel, le monde a été coupé en deux, un monde des humains et un monde des démons. Personnellement, je ne vois pas vraiment comment cette histoire pourrait se terminer. Est-ce qu'ils vont réussir déjà à aller jusqu'au monde des humains? Je pense que oui. Est-ce que ce sera une bonne ou une mauvaise surprise? Je ne sais pas. Est-ce que ce monde des humains sera inhabité et a été complètement décimé par les démons? Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas comment cette histoire pourrait se terminer, mais j'ai peur que cela se termine mal pour eux. Je n'espère pas, parce qu'après tout ce qu'ils ont enduré, j'espère qu'ils réussiront à atteindre le monde des humains et qu'ils seront sauvés une fois pour toutes. Est-ce que Norman est vivant? Bon, dans les derniers chapitres, on a eu quelques petites choses, mais moi personnellement, j'arrive pas trop à cerner cette histoire. La fin de The Promised Neverland arrive à grands pas, on en a encore peut-être pour 50 chapitres, mais cela se rapproche petit à petit et j'aimerais savoir votre ressenti, vous, sur l'œuvre et sur ce que pourrait être la fin de l'histoire. Est-ce que vous pensez que l'histoire se terminera bien avec les enfants qui retournent dans le monde des humains, ou est-ce que vous pensez qu'ils vont peut-être découvrir le monde des humains complètement décimé, ou alors qu'ils n'arriveront jamais à atteindre le monde des humains? Que pensez-vous de Monsieur Minerva? Est-ce que vous lui faites confiance? Au vu des derniers chapitres, moi je pense que oui. Après, on n'est jamais au bout de nos surprises. Dites-moi tout ce que vous pensez sur ces points-là. Et également, j'ai oublié de demander, quel est votre arc préféré pour l'instant? Le premier, qui est l'arc de l'évasion, le deuxième, dans la forêt, avec les enfants et les deux démons qu'ils ont rencontrés, ou l'arc actuel qui se déroule à Goldie Pond, où Emma essaye de survivre avec les autres enfants à la partie de cache-cache organisée par les démons. Personnellement, je préfère le premier, ensuite celui à Goldie Pond et en dernier tout ce qui se passe dans la forêt. Même si tout est excellent pour ma part, j'ai du mal vraiment à trouver des défauts. Je sais que c'est quelque chose de pas top dans une critique de ne pas trouver de défauts, mais c'est vrai que cette œuvre-là m'a tellement fait vibrer que j'ai du mal à trouver des défauts à celle-ci. Il en existe sûrement que je n'ai pas relevé. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais actuellement, j'ai du mal à trouver vraiment des défauts que je pourrais souligner.
Concernant l'anime, je suis certaine qu'une annonce sera faite très prochainement et qui j'espère pour une adaptation de qualité. Franchement, ce manga le mérite. Il est déjà toujours pratiquement dans le top 5 dans le Shonen Jump toutes les semaines. C'est un manga qui est très populaire au Japon, donc il mérite vraiment une adaptation de qualité. Voilà, si c'était la Toei ou Pierrot qui reprenait le truc, bon, je serais déçue, hein, ça je vous le dis, même si ce sont des bons studios, la Toei et Pierrot, The Promised Neverland mérite mieux quand même. Pour moi, le meilleur studio pour The Promised Neverland serait Madhouse. Il ferait, je pense, un excellent boulot sur ce manga, comme il l'a fait pour Death Note ou Hunter x Hunter, qui ont aussi des intrigues très sombres et qui pourraient se rapprocher plus ou moins du style de The Promised Neverland. Pour conclure, je peux affirmer que pour moi, The Promised Neverland est la révélation de l'année 2017-2018 et qu'il ne cesse de me surprendre chapitre après chapitre. Je suis certaine que ce manga deviendra une référence comme l'est devenu Death Note dans le même registre. Le manga paraîtra en France, je vous le rappelle, le 25 avril, c'est-à-dire dans quelques jours, alors foncez, vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour parler d'un de mes animés favoris. Et pour indice, rappelez-vous que dans les examens mortels, il faut toujours éviter les personnes vous proposant des canettes à boire. Simple conseil. Sur ce, ciao!